M&M's, c'est JP, c'est dimanche, il fait ciel bleu en Normandie, ça nous fait super bizarre. On s'est dit, bah tiens, c'est le moment d'aller contacter des gens pour qui le soleil n'est pas habituel, donc on va partir du côté de Nantes. On reçoit aujourd'hui, donc, ouais, oh bon, allez. Je te rassure, Non, mais aujourd'hui, effectivement, c'est soleil nantais, hein. Très bien. Voilà. l'année 2024 a été relativement grise. Ouais. On reçoit aujourd'hui donc Ben et Thomas donc du groupe nantais Inner Tears, qui est un groupe de metalcore. Vous allez voir, ça a été une très très bonne surprise en live. À l'occasion de la sortie de leur EP When Reason Collapse, qui est sorti là, qui va sortir ou qui vient tout juste de sortir, on va prendre un petit peu de temps pour découvrir ça, parce que vous savez notre attachement à faire découvrir la scène française nationale et au-delà nationale. Enfin, si elle est française, elle est forcément nationale, Jean-Jean. C'est dimanche, faut m'excuser. Voilà. Ben, Thomas, salut. Salut. Bon, tout va bien pour vous, c'est nickel? Eh ben, écoute, tous les deux malades, donc parfait. Bien. Et, Bon, et bah salut, on est au à bout bientôt. du jour, on est en février, c'est normal, tout le monde est malade, Ouais. on fait comme tout le monde, on n'est pas différent. Non, puis là, c'est assez violent, hein. C'est vrai que depuis décembre, il y a une espèce de virus à la con qui retombe, une espèce de grippe, coup de froid, bronchite, enfin, mais le truc qui casse bien, quoi. Donc, comme j'expliquais effectivement en préambule, donc vous êtes tous les deux membres de Inner Tears. Je vous laisse vous présenter. Eh ben, vas-y. Eh ben, écoute, moi je suis Thomas, le bassiste d'Inner Tears. Et du coup, je suis Benjamin, le guitariste rythmique. Ok. Donc effectivement, Inner Tears sort son deuxième EP là en 2025. Il y a eu un premier EP qui était sorti, donc un premier EP éponyme qui était sorti en 2022. 3 ans, c'est un bon délai pour vous entre des sorties, ou ça a été l'occasion qui fait qu'on a suffisamment de morceaux, on relève les manches et on cravache? C'est pas du tout comme ça, en fait. C'est plutôt une solution, c'est-à-dire qu'on s'est dit, on a suffisamment de morceaux, on a quand même fait un début de première tournée avec ce premier EP, et on s'est dit, il est temps d'en sortir quand même un deuxième. Il a fallu qu'on s'organise différemment, il y avait une réflexion artistique, et on s'est dit, bah, plutôt que de refaire exactement comme le premier, on va essayer comme de développer un peu plus la chose. Après, bah, comme n'importe quel groupe, bah, il y a aussi cette phase de recherche, d'identité, de style musical véritable, de nouvelles compositions, nouveaux horizons. Et donc, effectivement, on a mis un peu plus de temps à sortir ce deuxième EP, qui nous permettra par la suite de pouvoir continuer sur les mêmes thématiques et de pouvoir aller un peu plus vers une identité propre. Ok, effectivement, alors quand on glane, on essaie de glaner des informations sur Internet, parce que c'est pas simple d'avoir des informations sur vous, mine de rien. Vous êtes relativement discret, en tout cas dans le concept et la genèse. J'ai pu récupérer, donc en fait, Inner Tears est un groupe nantais de metalcore aux influences death metal mélodique, qui traite des sujets sociaux délicats à travers une approche tant explosive que mélodique. Et au niveau des influences, donc vous parlez de Parkway Drive, Gojira, Insomnium. C'est vrai que c'est un parti pris de parler, de représenter un metalcore assez typique, on va dire, de la première moitié des années 2000, grosso modo, sur la période 2000-2010. Et c'est vrai, quand on s'était vu au concert au Bifroi, c'est ce qui m'avait étonné au vu de votre jeune âge, de justement aller taper dans ces influences, là où les personnes de votre génération vont plutôt taper sur la scène plutôt gent, ou voilà, corps assez général. Mais là, on met vraiment le pied dans le plat des trucs des années 2000. Et moi, en écoutant ce dernier EP, il y a un groupe japonais qui m'est revenu en tête, c'est Lost Eden, et, qui est vraiment type, mais c'est tout pareil. C'est-à-dire le son, j'ai retrouvé mes années 2000, et c'était cool parce qu'on se dit, bah merde, il y a vraiment une passation dans ça, et c'est hyper intéressant, parce qu'effectivement, en termes d'âge, vous êtes sous la trentaine facile. Facile, attends, on s'y approche, hein. On n'y est pas encore. Là, Non, mais voilà, donc Ouais, vous êtes. et on a le champion de 37 ans et le plus jeune qui a 22, je crois. Ouais, il a Ouais. 22, le batteur a 22. Donc, pour certains albums étaient sortis, bah, vous étiez même limite même pas né pour certains membres. Et c'est vrai que il y a un tel respect de cette scène-là qu'on en est étonné en disant ils ont vraiment digéré ce style. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à vouloir plus potasser ce genre de son plutôt qu'un autre? Ouais, alors non, parce que je reviens, c'est hyper intéressant ce que tu dis, mais je pense que c'est surtout au niveau des influences, tu vois, parce que moi, j'y repensais tout à l'heure, mais en fait, je me suis dit, mon premier pas, on va dire, dans la scène métal, au niveau de l'écoute, c'était Gojira avec leur album From Mars to Sirius. Pour Most Serious, ouais. Ouais, et je me dis, en fait, bah voilà, c'est en gros les groupes qu'on a écoutés quand on était. Enfin, j'étais en quatrième, moi, quand je l'ai découvert.
Et c'est des groupes sur lesquels on a un peu. Enfin, moi, j'ai commencé à bosser la musique en écoutant ça. Donc, je pense que, comme tu dis, maintenant, on a un peu, on va dire. Enfin, voilà, en ayant écouté ça à l'époque. Suffisamment digéré maintenant. Ouais, au niveau des influences et tout, je vois Maxime qui est également grand fan de Mario Duplantier à la batterie. Je pense on va retrouver des influences en fait sur les trucs qu'on a écoutés à l'époque. Donc ouais, effectivement, Gojira, Insomnium par exemple que moi j'avais découvert au lycée, où tu trouves des lignes mélodiques qui sont hyper intéressantes. Donc je pense qu'en fait en ayant créé notre jeu autour de ça, on s'est bien trouvé en final en se rejoignant avec les Yadin Artiers et on arrive à mettre ces idées en commune, sachant qu'on a plus ou moins le même parcours musical, les mêmes influences, les mêmes qui nous ont marqués. Non, c'est ça, mais puis en fait, effectivement, on a beaucoup d'influences en commun, mais on a aussi beaucoup de différences. Quand on voit le chanteur qui, lui, est plus dans le post-hardcore de base, je vois, moi, le deuxième guitariste qui est Ryan et moi, on vient du death, à la base, on vient du death mellow, hein, donc, et moi, je suis un grand fan de Parcours Drive depuis que je suis au lycée. Donc, c'est vrai que, de rien, les influences, elles sont là, hein, c'est, quand on compose, que ce soit des rythmiques ou même des leads, ça va très, très vite dans nos influences naturelles. Et le batteur vient du death, toi tu viens plus du death Ouais. tech. Bah ouais, moi j'ai beaucoup Donc en écouté fait, ouais. des groupes. Enfin, moi je vois qu'au niveau de la basse, c'est beaucoup des groupes Beyond Creation qui m'a énormément marqué quand je l'ai découvert. Ah, voilà. Mais on va revenir sur la Blast Fretless, t'inquiète, je l'ai noté. Ouais, il me reste trop fort, franchement. Et moi, c'est ça qui a construit mon identité au niveau du jeu. Enfin, sans avoir la prétention, on va dire, d'y accéder ou quoi. Mais je sais que moi, ça a été, on va dire, ma motivation principale, c'était de réussir à jouer comme lui. Et après, j'ai un peu découvert toute la scène Tech Death avec Artspire, des groupes comme Kick Boys, First Fragment plus récemment. Et au final, c'est des trucs, moi, ça me fascine tant par la complexité du jeu. Et ouais, et je me dis, Inner Tears, ça va être un peu, moi qui viens de ce milieu, enfin de cette écoute un peu tech death, ça va rajouter après une patte sur les compositions, mais comme les gars qui viennent du death, ouais. Effectivement, ce qui est très drôle, c'est que moi, de mon côté, je suis pas forcément dans l'appréciation et surtout dans Tu détestes tout ce que j'écoute. C'est ça qui est très drôle. C'est qu'en fait, genre, moi, je suis pas du tout en admiration devant la technique pure, mais plus devant l'efficacité, devant la mélodie entêtante et devant justement les riffs que je prends plaisir à jouer sans me faire chier à les jouer. Moi, je suis plus cette optique-là de base. Et ce qui fait que ce mélange entre quelqu'un qui apporte la technique, quelqu'un qui apporte l'efficacité sans forcément chercher la technique, ça donne une Tears en fait. Et ça donne quelque chose de relativement divers. En fait, il y a énormément de diversité. On essaie d'avoir. On ne cherche pas forcément des codes particuliers, on cherche une autre identité propre en fait. Donc, ce qui est relativement intéressant du coup, c'est qu'au final, on va retrouver ce côté plus direct et moins chichi des rythmiques effectivement de cette scène metalcore. Et je t'en avais parlé de toute façon Thomas quand on s'était vu, moi ça m'avait fait kiffer de voir un bassiste qui ne suit pas les grattes et qui va se contenter de faire du AC/DC façon metalcore en suivant la dominante et voilà quoi. Donc ça c'est quand même putain de kiffant et je trouve oui à partir de là vous avez trouvé ce bon dosage et ce pourcentage avec une section rythmique qui va vraiment taper dans le death assez vénère et ce côté efficace fait pour le live où on n'a pas besoin de se dire putain je suis en mesure de combien, faut que je joue quoi ou voilà. Et ça m'a beaucoup rappelé aussi alors c'est l'album le deuxième album de Soilwork. C'est pas Steel Bass Machine, c'est bref, le deuxième album de Soilwork quand vraiment voilà. Avant qu'ils repartent vers Natural Born Chaos, où ça commençait plus à repartir vers le côté écrit, voilà. Mais il y a vraiment cette efficacité death mellow, ouais, qui est vraiment hyper agréable pour les vieux cons comme moi. Notre principal compositeur, ça reste notre deuxième guitariste, donc Kyrian, qui pour le coup est un grand fan de death mellow, donc forcément, lui, il a appris le metal avec le death mellow, donc en fait, peu importe ce qu'il va essayer de composer, dans tous les cas, on saura de ce qu'il vient. Ouais, là, ça passe. Franchement, t'écoutes un peu son jeu, c'est vraiment tu les retrouves quoi. Ouais, clairement, ouais, c'est un fan d'Amon Amarth, il a été fan de Bill Accord, donc voilà. On est vraiment de toute façon, si on écoute le premier album de Killswitch Engage, parce que moi à titre perso, je trouve que c'est vraiment ceux qui ont lancé cette vague metalcore, Killswitch Engage, avec ce mélange des styles, aussi bien death un peu blackisant, ce côté trash, ce côté core ou quoi que ce soit. Ils reprenaient des rythmiques effectivement de At the Gate ou ce genre de choses, hein, donc ils les ont juste américanisés un peu et voilà quoi.
Sacré groupe, hein, qu'est-ce que je dirais. Ouais. Oui. Ah, Ah, oh. ah oui, oui, de toute façon, je pense qu'on est quand même vachement inspiré Kiss Couch aussi, mine de rien. Surtout au niveau du chanteur. Ouais. Lui, c'est un grand fan de Kiss Couch, donc Ah, mais c'est cool. Et justement, tout en étant fan de ça, vous n'avez pas succombé à la facilité de dire on va faire des refrains en chant clean parce que c'est metalcore ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça, ça reste quand même. Je pense que oui, on peut plus dire que vous êtes un groupe de death metalcore ouais. que un groupe de metalcore aux influences death, en fait. On a fait très simple. On a fait une AG hier après-midi où, On a réussi à trancher. on s'est dit, bon, bah les gars, il y a un moment, il va falloir qu'on arrive à trouver un nom de notre style parce que bah, metalcore, on n'est pas vraiment un groupe de metalcore finalement quand on écoute bien. Et on s'est dit, bah, on est du death metalcore. Ouais, mais tu sais, c'est vrai que même Black Dahlia Murder, quand ils sont arrivés au tout départ, ils étaient affiliés à la scène deathcore, mais si on reprend la racine, c'est un mélange de death et d'autres trucs en fait. Tout de suite, on a assimilé le deathcore avec le truc à mèche et les pantalons en slim et le crabcore et tous ces trucs-là, mais pas du tout. C'est vrai que c'est pas péjoratif de dire on fait du deathcore parce que c'est un mélange de death avec d'autres influences, quoi. Donc, Après, derrière, bah, tu dis de Black Dahlia Murder, ils ont quand même réussi à trouver leur identité, puisqu'ils ont quand même des riffs qui sont hyper catchy, hyper mélodiques. Enfin, et oui. toute la base un peu corps qui va s'articuler avec des refrains qui vont être très lourds. Et ouais, dans ce point de vue, moi je dirais que Thinner Clear, c'est un peu ça au final. On va avoir des lignes, tu vois, très mélodiques sur tout ce qui va être les refrains, les couplets. Et mais tu as quand même un moment où on va faire plus du corps, où ça va se transcrire avec les breakdowns ou avec des parties qui vont être vraiment plus lourdes au final, plus rythmées, plus lourdes et avec moins de mélodie. Donc effectivement, ouais, on peut trouver là-dedans. Bah, et puis après, faut pas. Alors, il y a des groupes qui composent pour faire du live. Il y a des groupes qui font des lives pour après avoir hâte de repartir en studio et composer. Je pense qu'à mon avis, voilà, vous, la raison pour vous de partir en concert, c'est de faire de la composition et d'enregistrer pour savoir un prétexte de pouvoir dire on part défendre notre musique. Et il faut penser à l'efficacité en live aussi. Arcspire, c'est très bien. Moi, au Motok, j'avais pris une putain de claque. Mais si t'es pas fan de la technique ou si tu tombes sur un sondier qui te fait un son de facochère, tu comprends rien en fait, quoi. Donc, Après, ouais, le Arcspire, effectivement, je les ai encore jamais vus en live et pour l'instant, c'est un de mes grands projets, on va dire, un des groupes que j'ai absolument pas. ça joue. Et Vraiment, ça joue à mort. De quoi? Ça joue à mort. J'avais Ah, beaucoup de crâne sur le chanteur et le chanteur te refait toutes les parties. C'est là que tu dis qu'il fait pas. Non, non, il articule, il fait tous ses trucs, tous ses machins. Tu fais. Ouais, quand même, gros level. Et le bassiste en live. ouais, Ils sont pas humains. mais effectivement, par contre, comme moi, enfin, je me dis de les voir en live, est-ce que ça va être pareil? Parce que sur album, c'est archi bien mixé. J'ai peur que tu arrives en live, c'est un brouhaha, t'as juste un mur de son et tu fasses bon, je comprends rien. Après, tu t'éclates. Bah, Mais tu sais, mine de rien, il y a un groupe que j'aimais, bah, leur groupe un petit peu, les meilleurs potes d'Arspire, hein, United, hein, qui sont Bah, lycée. C'est marrant parce que je les ai vus quand même pas mal de fois en live. Il y a au moins 2 concerts d'eux que j'ai détestés parce que le son était dégueulasse et on comprenait rien. Mais ça, c'est c'est ça. malheureusement ça. Et pourtant, j'adore ce groupe, mais par contre, il y a des concerts d'eux où vous avez un bon son, où le concert était exceptionnel. Ah ouais, non, non, mais. Bah, puis après, là, pour Arcspire, tout va dépendre s'il trouve un remplaçant du coup à Spencer Light, quoi. c'est quoi de ce que j'ai entendu dire, machin, j'avais vu des trucs, il y avait 3 batteurs qui étaient en tête de liste, avec bah, notamment Kevin Paradis de Benedict. Je sais pas si. Ouais, c'est pas lui du coup. Mais il y a eu, je crois avoir vu qu'ils avaient trouvé un autre gars, que lui je ne le connais pas du tout, mais qui allait reprendre la relève, on va dire. Ouais, bah, il faut, hein. Enfin, pour reprendre quand même le travail du batteur, de l'ancien batteur, enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mecs sur Terre qui sont capables de rivaliser. Même du coup, pour Benighted, hein, va falloir réussir à trouver un remplaçant à Kevin. Et- Bah, je sais pas, j'ai envie de parier un petit peu, moi, tu vois, sur Romain Goulon. Je le sens bien, moi, Romain Goulon. Alors, lui, pas du tout. C'est celui qui a enregistré Necrobride, en fait. C'est lui qui était juste avant Kevin. D'accord, Ok, d'accord. ok. Donc, il avait arrêté parce qu'il avait une dystonie au niveau de la cheville, ce qui fait qu'il pouvait plus faire de live parce qu'il se prenait la tête à composer des plans de malade, à des vitesses de malade. Et du coup, c'est Kevin Paradis qui l'avait remplacé après. Mais ouais, il est en train de rebosser les techniques, il est en train de rebosser les vitesses, tous ces trucs-là. Bon, le mec, il a quand même joué avec Sadist. Il a enregistré, bon, c'est quand même un ancien batteur de nécrophagiste aussi, donc c'est pas rien non plus. Voilà. Et le mec avait refait des vidéos à l'époque, donc ça c'était en 2009, je crois, un truc comme ça. Il reprenait les chansons de nécrophagiste, mais le son brut en fait de la caméra qui te filmait en fait, hein. C'était démoralisant.
m'étonnes, ouais. C'est un genre de moment où on se dit la batterie c'est facile en fait. Oui, ah mais tu le vois jouer en plus, c'est fluide. Limite, il se fait chier, tu sais, il est là. Bah non, non en fait. Bon, on va continuer à avancer un tout petit peu. Donc, effectivement, au niveau des influences, alors tu parlais, toi Thomas, des influences un peu plus techniques. Ce qui était agréable, effectivement, c'est que moi j'ai noté dans certains morceaux, donc normalement, enfin notamment sur le titre Endlessly, pardon, c'est ce petit apport de basse fretless à la fin et ces petites lignes qui sont entre les grattes et qui s'intercalent. Quand ça compose, quand c'est comme ça, il y a une espèce de point de vue collégial où on propose les parties et c'est validé, ou c'est un peu chacun ses parties, on s'en fout du moment que le morceau fonctionne. Comment ça se passe? Sur Anne Leslie, je me souviens, alors c'est pas ça pour toutes, mais sur Anne Leslie, je me souviens qu'on avait une base, on essayait de trouver justement un pont mélodique, et sur cette partie à la base fretless, franchement, ça s'est fait directement en répète en fait, où j'ai essayé un truc, j'ai fait 2-3 essais, on a vu que ça passait bien, on l'a gardé, je me suis dit bon je vais le retravailler à la maison pour proposer autre chose, et au final, là je me suis dit bon en fait, ça marche bien, garder ça Ah, quoi. complètement. Oui, et chacun apporte sa patte, mais après, à chaque fois, tout le monde doit valider la compo elle-même. En fait, on part tous du principe qu'il faut qu'on apprécie et qu'on aime, même jouer les morceaux. Il y a un moment du morceau, qu'il y en a un qui apprécie pas, il aura moins de plaisir à jouer en live que le verra. Et En gros, ouais, notre objectif, c'est quand même, mine de rien, de partager notre passion, c'est quand même de montrer qu'on a du compté et que les gens nous accompagnent dans ce qu'on fait, parce que nous, c'est notre premier objectif en tant que musicien, c'est le partage. Donc si déjà on n'aime pas ce qu'on joue, en fait, on ne pourra pas faire semblant. Ça se ressent quand on arrive à certains morceaux en live où t'en as un qui fait la gueule parmi tous les autres. On se dit, puis ça fait chier. Enfin, c'est une purge en fait. Le but du jeu en live, c'est de, comme tu dis, de prendre un plaisir à présenter ce qu'on fait, puis d'en être fier en fait. Si t'en as un, tant soit peu, qui est là un peu à traîner de la patte en disant, oh putain, fait chier ce morceau, j'en peux plus, ça se ressent vite en fait. C'est, C'est pour ça qu'effectivement, on apporte tous quelque chose à nos morceaux, mais par contre, il faut que ce soit validé par tout le monde. en fait, c'est ouais. ça. Pour la composition, souvent, on va partir d'une idée de base qui peut être apportée par l'un de nous, par exemple Kyrian, ou toi, ou moi, ou Maxime. On va faire un premier prototype. Et après, je sais qu'il y a beaucoup une part. Moi, je sais que je compose mieux à la maison, on va dire, quand j'ai les tablatures, les machins, que j'ai l'instrument, que je peux me permettre un peu de folie. Et en fait, voilà, moi, je vais rajouter une ligne de basse. Toi, tu vas derrière rajouter une guitare rythmique, Maxime, un truc. Et en fait, tu pars d'une idée de base, tu vas arriver à une idée de fin qui n'a pas forcément grand-chose à voir, mais tu te dis, au moins, c'est équilibré, quoi. Et puis, après, moi, je sais que j'avais tendance, à l'époque, à en foutre partout. Bon, que ça sert à rien et que tu as un résultat dégueulasse. Donc, c'est aussi réussir à faire un truc qui est cohérent, au De final. toute façon, on t'entend pas en live. Déjà, on n'entend pas. Voilà, donc je m'en fous. Ah oui, mais c'est ça, effectivement. Voilà, on le dit souvent en vanant, hein, le bassiste, c'est la feuille de salade dans le sandwich, en fait. Là ou pas là, en fait, on voit pas de différence, quoi. Bon, je suis pas respecté dans ce groupe dans tous les cas. Donc... Non, mais franchement, c'est vrai que c'est agréable et c'est peu conventionnel déjà dans un style autre que death metal technique de ressortir une fretless. Donc ça, déjà, rien que pour ça, moi, je dis bravo parce que je fais chier tous les groupes dans lesquels j'ai pu passer pour faire suivre le bassiste pour qu'il se mette à la fretless. Et même sur mon propre projet où j'ai voulu que le bassiste qui m'a fait les prises basses, j'ai dit putain, mais sors une fretless, il a jamais voulu. Il y a une espèce de crainte de la fretless, en fait, où c'est vrai que la note, bah, ça pardonne pas. Si tu la foires, quoi. C'est pas évident à jouer la précasse. Hein. Bah ouais, en vrai. À moins d'être violoniste, mais encore. Hein. C'est ça. Non, c'est compliqué. Et je vais avoir aussi des parties je le fais pas, mais ça respecte. Ouais, non, mais c'est pas simple. Du coup, alors, quand vous composez, est-ce que vous, justement, vu que vous faites un style qui est à l'ancienne, vous vous retrouvez toutes les semaines en disant, tiens, j'ai un bout de riff et vous buffez, ou justement, vous êtes plus comme cette génération actuelle, où il y en a un qui potasse une idée chez lui, qui la fout qui l'enregistre sur son PC, qui maquettise le truc en ayant une vision à 98% en fait du titre. Comment ça se passe? Moi, je te dirais un mélange des deux, en fait. C'est-à-dire qu'en général, il y a, on va dire, un premier prototype, comme il disait tout à l'heure, qui est fait par une idée de quelqu'un qui potasse chez lui. Et après, en fait, on peaufine, on répète, en répétant la musique, en trouvant de nouvelles choses. Il y a des fois, la nouvelle idée, le peaufinage est fait à la maison. Sinon, elle est fait directement en répète. C'est un peu un mélange des deux, finalement. En fait, c'est ça, parce que tu as ce côté à la maison où ça te permet à chacun déjà d'apprendre la maquette, on va dire. Ouais.
rajouter des parties. Mais là, par exemple, la dernière répète, on est en train de bosser quelque chose de nouveau. Bon, au final, on a rajouté carrément une partie, presque 1 minute de compo sur un truc qui en faisait 3. Maintenant, on arrive à 4. Et je sais que les prochains. En fait, c'est d'arriver en répète, ça te permet, on va dire, de voir, d'entendre, on va dire, ce que tu as. Ouais, ton rendu, on va dire, pas Et puis, final, mais. voir si c'est jouable pour de vrai, surtout. Ouais, déjà, bah oui, puisque surtout quand on compose avec Guitar Pro, tu as ce syndrome où tu te dis, trop facile à jouer. Trop facile. Je rajoute une partie sweep et tapé, et puis le batteur, il va faire de la double à 300 en mettant un blast, et puis en alternant la cymbale pendant. Oui, ça sonne joli. Kyrian, des fois, il nous propose des ébauches de compo où il met des batteries à la double croche 300 BPM. T'as le batteur. Oh ouais, c'est facile pour tranquille. Là, il nous a sorti un riff de Meshuggah, mais un truc du futur. Bon, tu le vois sur papier, tu te dis, allez, dans 2 semaines, c'est plié. Bon, là, ça fait 3 mois qu'on est dessus, on va. Puis après, ça nécessite sinon de travailler en clic, effectivement, on répète, machin et tout. Enfin, c'est vrai que Meshuggah, c'est pas un riff, c'est pas un groupe qui est compliqué en termes de riff pur et dur. Enfin, je veux dire, c'est techniquement, c'est pas des voilà, mais c'est cette mise en place et cette façon de gérer ses cycles, de tout ça. Le batteur disait, en fait, il suffit de compter en 4/4. C'est juste qu'en fait, il faut se souvenir du nombre de cycles. Donc voilà, c'est là que c'est compliqué. Non, mais c'est surtout en fait quand je l'ai fait écouter à mon prof de guitare, le mec a un niveau pour jouer du Polyphia, et je lui fais écouter les riffs par Guitar Pro, et il me fait, non, mais vous faites chier les gars, ça sert à quoi? Non, mais au final, typiquement dans la démarche qu'on était en train de dire, au final, c'est. En fait, faut pas. Là, on était sur un riff qui est hyper compliqué, qu'on va simplifier et qui va être 10 fois plus efficace pour le live. Voilà, c'est ça. En fait, moi, c'est un truc que je me suis rendu compte à vouloir jouer des trucs hyper techniques et ça sert à rien. Plus c'est simple et efficace, en live, c'est un meilleur rendu au final. Puis toi, tu prends plus de plaisir à le jouer parce qu'au moins, tu as moins de chances de te planter et tu vois que c'est efficace. Tu stresses moins à te dire putain. Et voilà quoi, c'est plus efficace. Ouais, non, mais c'est ça. Alors, on a parlé effectivement de cette façon de composer, on a parlé un petit peu de vos influences, mais on n'a pas parlé de la genèse du groupe. Donc, effectivement, comme je disais un petit peu plus tôt, vous êtes assez avare en renseignements sur le groupe. On ne sait pas trop quand le groupe a commencé. On sait juste que le premier EP est sorti donc en 2022. C'est quoi l'histoire derrière Inner Tears? Alors, l'histoire derrière Inner Tears, c'est bien qu'on a révisé hier. On s'est dit, si on est interviewé là-dessus, il va bien falloir qu'on puisse expliquer. Et ça tombe bien. Voilà. À la base de tout, c'était donc Malik, donc l'ancien bassiste, qui a mis une annonce sur les réseaux. Et en fait, c'est Kyrian et moi qui avons répondu à l'annonce en premier. Faut savoir que Kyrian, Thomas et moi, on était tous les trois issus d'un autre projet qui s'appelait un groupe de métal progressif qui s'appelait Ancestra, mais qui n'existe plus maintenant, qui n'a jamais fait de concert d'ailleurs. C'est vraiment un projet qui n'a jamais vraiment abouti. En fait, Kyrian et moi, on est issus de ce même projet et on voulait rentrer dans un autre groupe où ça bougeait un peu plus, c'était un peu plus incisif, et on a répondu à une annonce de formation de groupe de metalcore. Sur le coup, voilà, c'était Malik qui voulait former ça. On l'a rejoint. On a commencé à chercher des musiciens. Donc, on a eu Antoine, notre chanteur, qui est arrivé juste après, puis après Maxime. D'accord. Pendant 6-7 mois, ça a été donc ce line-up-là, donc avec Malik et les autres membres actuels. Malik a déménagé, donc il fallait bien remplacer par un autre bassiste. Et on a demandé directement à Thomas, avec qui on jouait déjà, et finalement, non, mais ça, c'est. Puisque moi, quand je suis rentré dans le groupe, du coup, j'ai continué avec Ancestra par la suite. Et en fait, du coup, je suis devenu un peu pote avec Malik, et il m'a amené en répète. Et j'ai vu ce qu'il faisait en répète, et j'étais, en fait, ça me parle plus, puisque Ancestra, c'était du power progressif. Bon, moi, j'écoute pas vraiment ça, donc en fait, c'est un peu compliqué de se mettre à jouer quelque chose dont tu te nourris pas, on va dire. Ouais. Je suis tombé sur Inner Tears, j'ai fait, ah ouais, ça me parle déjà plus. Et on était en soirée chez moi, et moi, je parlais avec Malik un peu par Facebook, tout ça. Et à un moment, plus de réponse. On est en soirée chez moi avec Kyrian, Ben, enfin tout le line-up Inner Tears actuel. Et on apprend cette soirée-là que Malik quitte le groupe, en fait. Parce que au niveau du déménagement, au niveau de ses emplois du temps, ça devenait compliqué. Donc vraiment, le recrutement dans Inner Tears en tant que bassiste, ils m'ont regardé, on fait, tu veux venir? Je fais, oui, écoute. Voilà, ça s'est arrêté. Et comme on avait déjà l'habitude de jouer avec Thomas et on connaissait déjà son jeu et que voilà, après c'est du feeling musical,
Bon, ça s'est fait extrêmement rapidement et puis voilà. Ça a été Mais super malin du coup, de provoquer un employeur qui a été employé Malik pour qu'il déménage pour pouvoir le remplacer dans le groupe. C'était en fait, machiavélique, j'adore. ça a tout monté, mais complètement. Mais il faut savoir par contre que le premier EP a été enregistré par Malik. Ouais. Ok, Ça est arrivé après la sortie du premier EP. d'accord. Alors justement, Mais on par parlait de l'enregistrement aussi. contre, Euh, avec Hidden Source. Si, il y en alors, a eu. excuse-moi. Non, il n'y en a pas eu, officiellement parlé, il n'y en a pas eu. Oui, c'est ça. Ça a coupé justement en termes de. Tu disais, il y en a eu que. Alors, tu disais, il y en a eu que un concert avec Malik, c'est ça, sous le line-up avec Lem? Pas privé, donc ça compte pas vraiment. C'est D'accord. disons que voilà, c'est le concert officiel. Il a jamais fait un seul concert avec nous finalement. Donc, en termes d'année, c'est quoi? C'est 2020, 2021, 2022? Alors le groupe s'est formé c'était quoi? C'était en avril 2021 de souvenir, mais il a commencé vraiment à tourner en mars 2022. Ok. Donc, ouais, un petit peu post-Covid aussi, post-confinement aussi. Ok. Alors, justement, vous parliez de l'enregistrement du premier EP qui était fait par Malik. Ce nouvel EP, du coup, a été enregistré où? Avec qui? C'est par vos propres moyens? Vous avez décidé de taper un petit peu au-dessus? Comment ça s'est passé? Et bien, cet EP a été enregistré par Kyrian, Ok. qui a voulu passer dans la production, qui s'est formé. Qui s'est tapé des jours de Ouais, vidéos YouTube, tutos, explications, Ouais. mastering, tout ça. Ouais, puis il s'est formé par le biais de la machine à mixer. Donc je sais pas si tu connais la machine à mixer, c'est un De nom. Québécois qui s'appelle Étienne, je sais plus son nom de famille malheureusement, mais par contre c'est donc son entreprise c'est la machine à mixer. Il a acheté la formation, il s'est formé par le biais de cette personne. Et donc du coup il a produit entièrement l'album et ça a été d'ailleurs masterisé par cette personne, par la machine à mixer. Ok, cool, ouais. Parce que c'est vrai que c'est pas simple d'avoir un son aussi massif quand on est dans son propre projet. On n'a pas toujours le recul. On voit toujours les petits machins qui font que. Et on se dit, ouais, ça peut être mieux, ça peut être mieux, ça peut être mieux. Tu arrives à des versions master numéro 85 des 4 morceaux. Et c'est assez compliqué. En tout cas, le son est massif. Et clairement, félicitations parce que c'est très pro. Ça sonne vraiment costaud, quoi. Il faut savoir que c'est le premier EP qu'il enregistre. Hein, donc, Ah ouais, et puis vraiment. il a passé presque 70 heures dessus. Quoi, donc bon. En fait, c'est ça, le jeu. Kiran, il a une motivation de fou, puisqu'il s'est fait son home studio, il s'est dit, bon, bah maintenant, je vais apprendre à tout faire. Ah ouais, Et ouais, c'était. Et les jeux, je trouve, parce que du coup, on le voyait au fur et à mesure des maquettes, puisque c'est quand même. Par exemple, Endlessly, je crois, on l'avait enregistré une première fois, puis on l'a réenregistré derrière. T'écoutes les deux versions, c'est rien à voir. Il a vraiment, mais. Il y a un level up au fur et à mesure, ouais. Ouais, et vraiment, il a step up de fou. Et maintenant, on le voit que c'est pour lui de plus en plus facile et qu'il commence à vraiment maîtriser le truc. Donc, franchement, chapeau. C'est l'avantage aussi quand c'est son propre projet, on sait comment on veut que ça sonne, quoi. C'est ça, c'est l'avantage. Puis en fait, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, ça nous économise aussi énormément de pouvoir le produire nous-mêmes. Parce que quand on voit le coût de la production. Bon. Rien que le coût d'une journée d'enregistrement pour une batterie. Hein. Moi, je veux dire, maintenant, je comprends totalement les groupes, et moi, j'étais le premier à le faire, pourtant, je suis batteur, à utiliser des programmations pour un album ou un EP. Qu'est-ce que ça sert de se faire chier, aller en studio, de passer 3 jours à stresser? Il y a des repisses, il y a des machins, il y a des tout ça. Du moment que ce sont des parties programmées qui sont rejouables en live, et pour avoir vu, du coup, Inner Tears en live, je sais que votre batteur les a ressortis sans problème. Ça va, quoi. Et aussi, c'est ça, tu vois, parce qu'on avait fait un premier essai avec un enregistrement de batterie réel. Et moi, je me souviens d'avoir parlé avec Maxime qui me disait que effectivement, il y a des jours, mettons un jour, tu es fatigué, ça passe pas, et malheureusement, c'est le jour d'enregistrement. C'est mort. Bon, bah, ouais, bah, c'est mort. Il voit que sa double pédale, il galère un peu sur un morceau ou des trucs comme ça. Et puis c'est à la microseconde près, en fait. Bah, c'est ça. C'est ça. Et le pire, c'est quand tu enregistres, que tu as un super pur son acoustique et que le mix ou mastering te ruine tout. Et là, tu fais putain, on a perdu du pognon en fait. Ah, c'est perdu c'est du pour temps, ça que mine de rien, ouais, c'est le MIDI et mine de rien, c'est quand même vachement pratique pour ça. Hein. Et oui. Surtout pour avoir des sons super intéressants maintenant. Ah mais clairement. De toute façon, faut être honnête, 98,9% de tout ce qui sort en production depuis 5 à 10 ans, c'est des trucs qui sont très synthétisés, ça ressort des mêmes... Enfin voilà, il y a des producteurs, tu reconnais tout de suite la patte du truc. Voilà, on sait qu'une batterie, tu vas avoir un kit à 10 000 balles, il va sonner, il va être repassé de toute façon derrière par des micro-samples, par du MIDI, par du machin, par du tout ça. Bon, bah voilà, faut
Faut vivre avec son temps aussi. Il y en a qui ont du mal à passer ce truc-là. Mais comme tu dis, ça demande du temps, ça demande de l'argent. Il suffit que dans ton trou de raquette de planning, tu n'as que ce créneau-là et c'est un jour sans. Comme là, par exemple, quand vous êtes malade ou ce genre de choses, c'est chiant, quoi. C'est ouais, du stress. Et comme tu dis, après, derrière, tu as aussi le résultat final où moi, je vais avoir aussi cette idée d'écouter un album qui va être confort, quoi. Où vraiment, ça sonne bien. Ouais, tout est parfaitement mixé, tout ça. Je trouve qu'il y a effectivement cette idée de confort. Par exemple, là, comme Artspire, je préfère que soit des mecs qui vont passer derrière chaque note, derrière chaque truc, derrière chaque machin, et qu'au final, tu as un résultat final qui sonne super bien, que voilà, un truc qui soit à peu près approximatif, vu le niveau technique qu'ils ont, c'est effectivement, si tu as un pain, ça peut te ruiner ton truc, quoi. Complètement. Du coup, le live, effectivement, on a pu voir que c'est une volonté du groupe de promouvoir et de défendre votre univers musical. La chose qui m'a frappé, c'est que visuellement, vous êtes 5, il y en a 4 en noir et juste Antoine qui est en blanc. Est-ce que justement c'est quelque chose qui a été voulu et travaillé du genre, voilà, vous voyez, je suis la voix de la colère, mais il y a de la lumière au bout du tunnel, ou ça a été un peu le truc en mode what the fuck complet et manque de... Ouais, tiens, ça rend pas mal. Et qu'il oublie de s'habiller à chaque concert, en fait. C'est la voix des Power Rangers, en fait. Mais il n'y avait pas de rose. Non, effectivement, tu as visé juste. Pour le coup, on est vraiment sur le développement de la direction artistique par rapport à la thématique qui est donnée dans le groupe. C'est-à-dire qu'effectivement, on a le chanteur qui représente un personnage, donc qui dans notre musique est un personnel. C'est un personnage différent à chaque fois qui vit une situation et en fin de compte, finalement, les musiciens sont les mœurs. Ok. Les musiciens sont symboliquement les démons, finalement. Les démons du personnage, pardon, de la situation qu'il vit, de tout ça. Donc en fin de compte, si on regarde bien, on traduit les émotions négatives, on traduit du coup les épreuves qu'il traverse. Et lui, il symbolise donc non seulement le personnage un peu torturé par son jeu de scène et par sa façon de chanter, et par la même occasion, l'espoir qu'on essaie d'apporter, en fait. Si on traduit bien nos textes, tous nos textes portent un sujet différent qui est relativement compliqué, qui peut être très tabou comme tout simplement très sombre. Mais chaque texte traduit quand même un espoir. On cherche quand même à dénoncer une situation, un mœurs, mais en même temps apporter de l'espoir à ça. Voir le côté positif, enfin pas positif, mais un peu voir la Pas façon pessimiste en tout cas, voilà, toujours retrouver le côté moins pessimiste d'une situation inconfortable, quoi. On n'est pas de là juste à dénoncer, à dire voilà, c'est Ouais. nul, non, c'est vraiment ces situations existent, mais on peut s'en sortir, ne perdez pas espoir. Et en fin de compte, c'est vraiment par rapport à ça. Et la direction artistique continuera à être développée petit à petit de toute façon dans cette direction. Du coup, c'est Antoine qui s'occupe de tous les textes ou c'est un peu tout le groupe? C'est Antoine qui s'occupe des Antoine. textes, ouais. Mais on décide du thème, mais c'est lui qui écrit les paroles pour le coup. Ce qui est plutôt pertinent, parce que s'il n'est pas à l'aise avec un sentiment, c'est pas facile de pouvoir l'interpréter après sur scène. Après, ouais, c'est ça. Je vois pour cette EP, on a fait quand même un travail au niveau de la thématique de chaque chanson, où on a quand même réfléchi à une ligne directrice. Et voilà, en fonction de chaque chanson, ce qu'elle voulait évoquer, d'essayer de suivre un peu un conducteur, on va dire. Et derrière, Antoine va mettre ses paroles en fonction de lui, son ressenti par rapport à ce qu'on lui a dit, ou par rapport à des situations, voilà, de ce qu'il imagine, on va dire, ou de ce qu'il peut vivre. Complètement. Après, ce qui est effectivement le plus difficile, c'est d'arriver à dénoncer sans se positionner politiquement, rester toujours le plus neutre possible, mais tout en énonçant les faits. Ça, c'est toujours ce qui est le plus compliqué. Ça peut être un parti pris, hein. Il y a des groupes qui clairement n'ont pas de souci à dire clairement non, moi je suis plutôt de droite, non, moi je suis plutôt de gauche, non, moi je suis plutôt machin, quoi que ce soit, mais c'est pas simple aussi même si tu affiches clairement ton paysage politique, c'est pas simple non plus de pouvoir être suffisamment pertinent dans les textes. Et c'est beaucoup plus compliqué, je pense, effectivement, de pouvoir laisser un flou, chacun son interprétation, déjà dans un texte, que de servir un peu, parce que voilà, Napalm Death, ça fonctionne très très bien. Tu sais que quand tu vas à un concert de Napalm Death, tu vas forcément avoir un message politique très lutte de la classe ouvrière, très à gauche, tu le sais, mais voilà, ils ne se sont jamais cachés non plus. Mais de l'autre côté, maintenant, tu mets un groupe comme Napalm Death qui commencerait sa carrière maintenant, ça serait beaucoup, beaucoup plus compliqué aussi, quoi. Il y a toujours une espèce de pudeur qu'on demande à avoir au groupe en disant
tu peux penser ce que tu veux, mais t'es pas obligé de le dire non plus, quoi. Ouais, c'est ça. Après, c'est pas notre objectif de se positionner politiquement parlant. Donc, effectivement, donc, on va faire en sorte aussi de notre côté de ne pas se positionner comme ça, quoi. Parce Ouais. que sinon, c'est pas vraiment dans nos valeurs. Nous, on veut juste énoncer les faits, on veut apporter de l'espoir, on ne veut pas forcément se positionner en termes de politique. Si justement, on parle donc des textes de When Reason Collapse, vous pouvez en parler un petit peu ou vous préférez que les gens gardent la surprise et découvrent au fur et à mesure à l'écoute? Ça dépend quelle musique. Est-ce que tu as un titre que tu veux? Bah, par exemple, si on fait un track by track, donc si voilà, Collapse, ça parle de quoi? Et Collapse, ça a été Bah, justement la plus ouais, c'était un peu. la plus compliquée en termes de positionnement. Bah, C'est-à-dire que Collapse parle d'une personne qui est actuellement dans une manifestation et qui se rend compte de la violence qui a lieu dans une manifestation qui, de base, est censée être pacifiste. En l'occurrence, il parle des violences policières, qui sont quand même assez atroces. On parle notamment de tout ce qui a été mouvement Gilets jaunes, de tout ce qui a été justement les manifestations violentes qu'il y a pu y avoir, mais aussi de la violence des personnes envers les policiers. En fin de compte, Bien sûr. au milieu, dans une manifestation, il se rend compte de toutes les violences, en fait. Donc là, ça parle de ça, et un peu de cette chute du pacifisme, de cette chute est-ce qu'on peut encore vraiment faire confiance aux manifestations? Est-ce qu'on peut encore vraiment faire confiance à tout ça? Mais en même temps, on apporte aussi cet espoir non, ça peut s'arranger, même si actuellement, ce que je vois, c'est d'une violence qui est inouïe, en fait. C'est ça. Ouais, celle-là, on l'avait écrite pendant les Gilets jaunes, et puis après, tu as eu toutes les histoires de violences policières, tout ça. Et c'est vrai que c'était un climat qui, à ce moment-là, faisait très. Enfin, je veux pas dire. Bah, si, ça faisait peur au C'est final. anxiogène, c'est très anxiogène. Anxiogène, puisque tu voyais tout ce qui se passait à la télé, tu voyais les violences, tu entendais les histoires de machin a perdu un œil, mais tu entendais, oui, tel flic s'est fait casser. Et moi qui, à l'époque, avait fait des manifestations quand j'étais à la fac, je voyais vraiment des trucs qui sont aberrants, quoi. Enfin, mais des deux parties. Enfin, au Bien final, sûr, c'est des deux côtés, oui. ça, il n'y a pas de vérité générale dans le sens où telle partie va avoir ses raisons de le faire, mais telle autre partie va faire ses raisons, enfin, va avoir d'autres raisons. Et en fait, prendre position là-dedans, c'est assez compliqué parce qu'au final, on n'a pas le fin mot de l'histoire. Je veux dire, on n'a pas la vérité générale. Effectivement, il y a des choses qu'on voit qui sont très dures et des comportements qu'on ne peut pas tolérer. Mais là, c'est l'idée, c'est de se placer en tant que spectateur au final et de se remettre un peu dans le contexte de nous, ce qu'on a vécu, avec toutes ces gilets jaunes, tout ça, de toute la violence dans laquelle on était baigné en fait dans cette. C'est ça. Et c'était pas simple parce qu'on peut comprendre effectivement le mouvement de grogne général qui avait lieu à ce moment-là. On peut comprendre parce que voilà, c'était très très compliqué. On peut moins comprendre effectivement le côté parce que parfois les gens se disaient. Alors encore une fois, là c'est pareil, ça va être du neutre ce que je vais dire, mais comme tu disais, on peut très bien montrer et il faut montrer les injustices policières quand tu voyais quatre mecs en train de caillasser un pauvre gamin de 18 ans qui avait rien fait, c'est juste celui qui a couru le moins vite possible. Tout comme on peut aussi blâmer les 5 gilets jaunes qui ont eu une carrière de docker et qui vont coincer une CRS féminine. Et forcément, 5 mecs contre une femme au sol, voilà. Donc, il y a du mauvais dans les deux côtés de toute façon. Ça, c'est toute une histoire de dosage. On ne peut pas passer en mode binaire, les gentils contre les méchants. C'est bien. C'est pareil, un policier qui est là-bas, qui lui, on lui demande de gérer 5 manifs en une semaine, enfin c'est un exemple à la con, mais il doit, je pense, sur les nerfs, fatigué, enfin, au bout d'un moment, enfin, la patience, elle n'est plus là non plus. De se Donc faire en fait, cracher à la gueule ou de se faire mal parler, c'est vrai que ça peut voilà, être. Humain, avec un peu d'empathie, tu te mets à la position de ce gars qui te dit que nous, on n'aurait pas fait pareil, quoi, de te faire harceler toute la journée, de te faire défoncer la tronche. Effectivement, comment on peut réagir, ça, personne dans donc là, voilà. le sait, quoi. Donc effectivement, Collapse se base sur un personnage qui est témoin de ces violences et qui, tout simplement, en fait, réagit comme beaucoup de personnes pourraient réagir, c'est oh là là, c'est atroce. En fait, très sincèrement, Collapse, on se base sur ça. En fait. Ok. C'est vraiment, oh là, il va tuer, oh là là, mais putain, c'est pas possible, il va le tuer, oh là là, c'est terrible, mais je comprends pas pourquoi c'est aussi violent, pourquoi c'est. Enfin, Collapse se base vraiment sur ce genre de concept. L'idée, c'est tu vas faire tes courses, tu tombes là-dessus dans la rue, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, quoi. Ah, En mais fait, c'est violent. c'est ça, tu vois ça dans la rue, tu vois des manifestants qui sont en colère contre des policiers qui sont en colère. Toi, tu comprends pas, tu es juste témoin de cette scène et qu'est-ce qui se passe dans ta tête, quoi. Donc, ça va essayer de représenter un peu ça. Ah, et donc Collapse, on peut quand même souligner que ça a été donc le premier single qui est sorti donc fin octobre, si je dis pas de bêtises.
Ok. Donc voilà, on mettra le lien du clip effectivement dans la description de l'interview. Si on parle justement de Endlessly, qu'est-ce qui a plus poussé ce côté au niveau du texte à aller sur un morceau un peu plus lourd, un peu plus, pas rampant, mais plus posé en fait, et moins dans la castagne frontale? Et c'est justement parce qu'Endlessly, on est plus sur de la réflexion humaine, plus que sur comment dire? Plus que sur une personne qui est témoin de violence. Là, on est plus sur une personne qui, est sur son lit de mort Ok. et qui est, et qui est en train de faire une rétrospective de toute sa vie. Voilà, c'est plus Et en fait, l'introspection, on va dire. Endlessly, c'est une personne qui souffre d'anxiété généralisée, donc qui est vraiment, qui est très, très, très anxieux, qui a toujours été très anxieux, qui a toujours été finalement emprisonné dans son anxiété et qui a toujours, qui n'a jamais réussi à faire ce qu'il voulait parce qu'il est anxieux et qui là, en fait, il se retrouve sur son lit de mort, il repense à tout ça, puis en fait, à la fin de la musique, si on traduit bien les paroles, tu ressens qu'il meurt et qu'il a enfin libéré cette anxiété, en fait. Ouais. Et qu'en mourant, il fait: «Oh, enfin je respire» et c'est en fait exactement ce qui se passe, en fait, dans cette chanson. D'où le côté, très sombre, puis lumineux vers la fin parce qu'il comprend enfin ce que c'est de vivre, en fait. Bah, après, Très là, éthéré. Tu as dit? Ouais, ouais, on sent ce côté justement très éthéré sur la fin, bah, justement avec l'apport de la fretless. On sent ce côté plus, vas-y, souffle. ah, c'est C'est ça, ça. tu sais, c'est un peu repos où tu es sur ton lit de mort, tu fais un peu le bilan de ta vie. Ouais, ouais, je sais pas. Tu as une espèce de, comment dire, on va dire, de bien-être qui arrive sur la fin où c'est plus doux, c'est plus réfléchi, avant de repartir sur, bah là, C'est un constat qu'on se fait de toute façon. Alors, moi, je le vois par rapport à mon âge aussi maintenant. Arrive un moment, passé la quarantaine, on se fait une espèce de bilan parce que mathématiquement, on se dit ça y est, j'ai dépassé la moitié de ma vie. Et on essaye déjà un petit peu de faire une introspection. Et soit effectivement, on flippe en se disant ouais, mais bon, au final, ma vie me convient pas, mais elle est confortable. Tant pis. Mais effectivement, bah, on se dit bah, j'ai plutôt été spectateur qu'acteur au final. Soit au contraire, on arrive complètement sur un rien ne va, putain, faut que je change tout parce que bah, mon temps est compté et il faut que je me rattrape. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est intéressant à votre âge d'avoir déjà ce point de vue de ça. Est-ce que c'est pas légèrement autobiographique, multiplié enfin, puissance x2? je dirais que oui, voilà. De toute façon, à partir du moment où il y a de l'inspiration, elle vient forcément de quelque part. Bah, c'est ça. L'inspiration vient forcément de quelque part et je pense qu'on est quand même beaucoup sur terre à souffrir de légèrement d'anxiété ou pas légèrement, hein, de souffrir d'anxiété tout court et que mine de rien, en fait, on entend quand même beaucoup le fait que, certaines personnes en mourant, arrivent enfin à pouvoir, paradoxalement vivre. Parce qu'en fin de compte, c'est le Bah, c'est moment une où leur libération, quoi. où l'anxiété disparaît, en fait. Ah, Et pour faire un petit aparté, c'est vrai que mine de rien, quand on regarde Endlessly, elle, communique directement avec un autre titre, donc le dernier titre de l'EP Awakening, qui pour le coup est aussi une rétrospective, où c'est une personne qui pour le coup, par contre, pas sur son lit de mort, hein, est toujours vivant. Et tu viens d'en parler à l'instant, Awakening parle en fait tout simplement de l'éveil de la Ouais. conscience arrivé à la retraite. Bah, en Alors, fait, non, pas forcément la retraite, mais ton réveil, on va dire, spirituel. Enfin, tu te rends compte que, moi, je le verrais plus dans le côté où tu te rends compte qu'il y a des choses négatives dans ta vie, mais que ces choses négatives qu'on a avec Endlessly, par exemple, en fait, tu as toujours, pour moi, ce moment de réveil où, en fait, tu vas te rendre compte que tu as un pic dans ta vie et que ce moment où ça va aller mieux, ça va être ton réveil, temps spirituel, puisque tu vas te rendre compte qu'effectivement, tu vas te confronter à des problèmes existentiels, tu vas les voir différemment, enfin, comme tu dis, tu vois, ta vie, ce côté, il y a des choses négatives, machin, bah, tu vas te rendre compte avec l'âge ou des choses comme ça que tu vas faire en sorte de les éloigner ou ouais, d'apprendre des erreurs pour prendre une autre directive. voilà, c'est mais ça. Awakening parle de ça finalement, c'est une personne qui remarque que, qu'il n'a pas fait ce qu'il voulait faire dans sa vie et que là, il se rend compte, il s'éveille en se disant: «Bah, c'est bon là maintenant, OK, je l'ai pas fait, potentiellement je peux encore le faire ou alors, c'est peut-être trop tard, mais au moins je me Ouais, rends c'est compte». ça. C'est ce que parle dont parle Du Awakening. coup, c'est intéressant de la façon dont vous en parlez parce que Collapse parle effectivement d'un premier réveil ou en tout cas une constatation des choses qui ne vont pas. Awakening parle du coup effectivement de se réveiller et de dire bon bah putain non, faut vraiment que j'y aille. Est-ce que ça pourrait pas presque être un EP conceptuel où le placement c'est un petit peu fait du coup à l'arrache et les thèmes font que ça se lie entre eux? Alors non, pour le coup, les thèmes ont été réfléchis pour que c'est quand même une cohérence entre Bah, en chaque. fait, bah, du coup, oui, en fait. Ouais, il y a quand même une cohérence entre chaque
Et les thèmes ont été réfléchis par rapport à ça. Disons qu'on a quand même fait des AG où on a pu se dire, bon bah voilà, qu'est-ce qui ressort le plus dans ce qu'on veut vraiment, comme dans ce qu'on veut vraiment discuter dans l'EP, bah c'est ça, 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 ça. Et effectivement, on a quand même fait en sorte de relier les titres. Mais enfin, finalement, à la base, nous, ce qu'on voulait, c'est dénoncer quelque chose dans chaque titre, ou Ouais. simplement une réflexion humaine dans chaque titre, ou même une introspection dans chaque titre. C'était l'objectif. Donc, dans 2 titres, bah, la personne est spectatrice d'elle-même en se disant bah mince, j'aurais peut-être dû faire ça, ou là, là, ça y est, enfin, je suis libéré de mon anxiété. Mais pour le coup, dans Collab, c'est plus spectateur d'un meurtre, et dans cette miserie, on n'en a pas encore parlé, mais c'est une personne qui vit de la violence conjugale. Donc là, Ok. on est quand même un problème beaucoup plus sombre, beaucoup plus parlant pour certaines personnes. Et effectivement, Sweet Misery se base sur ce genre de mœurs. Et par contre, voilà, c'est l'espoir, encore une fois, qui est emmené. Ça va être, oui, tu vis une situation compliquée, mais écoute bien ce qui se passe autour de toi parce que la solution est peut-être dedans. Se réveille encore. Voilà, Encore une on fois, est cette encore notion de réveil, quoi. Donc, et c'est vrai il faut avoir ce moral ou comment dire, ce mental de battant ou battante, parce que de toute façon, voilà, dans les couples, on parle dans les violences conjugales, elles sont aussi bien masculines que féminines, hein, faut pas non plus, voilà, c'est un fait pour tout le monde. Ça peut être aussi des violences conjugales, enfin conjugales, mais en tout cas des violences familiales envers les enfants aussi, envers tous ces trucs-là. Et c'est vrai que on parle souvent lorsque les personnes se réveillent, elles se sentent avec une âme de survivant ou survivante, en se disant si je me réveille pas, je meurs, quoi. Si je fais pas quelque chose là tout de suite, je meurs. Et c'est hyper intéressant. On trouvera les textes du coup avec le P ou ils seront pas mis à disposition? Alors, normalement, les textes seront mis à disposition avec les liens YouTube. Logiquement, dans la description, il devrait y avoir les textes. Ok, Si j'ai compris moi-même, de mon côté, normalement, il y a des textes, ouais. ok. Donc ça c'est hyper intéressant aussi de voir ça. Euh, Quel pourrait être le style de musique au sein de Inner Tears qui pourrait surprendre les gens qui vous suivent? Comment ça? Comment ça? J'ai pas trop compris la question. J'avoue, ouais, pareil. Les gens vous s'attendent à vous en disant voilà c'est un mélange de metalcore et de death melody. C'est fait exprès, hein, tu vois ce côté un peu traître. Mais justement on a parfois des styles qu'on n'assume pas forcément devant les gens ou une influence qu'on a au sein du groupe, mais qu'on aimerait justement pouvoir mettre un petit peu plus en avant pour qu'elle surprenne les gens. Qu'est-ce que pourraient être ces influences au sein d'Inner Tears? Du coup, tu veux dire en groupe perso qu'on voudrait rajouter dans une artère? Groupe perso ou tu vois par exemple justement pourquoi pas partir sur un côté peut-être plus synthwave par la suite ou pourquoi pas un côté plus heavy metal sur d'autres trucs ou pourquoi pas partir sur des influences un peu plus traps parfois dans d'autres musiques. Enfin voilà, il y a des groupes qui se cantonnent à un style et qui ne veulent pas sortir des codes de ce style-là. Puis il y a des groupes qui ont toujours un petit peu peur ou qui appréhendent de se dire ah il y a ce truc-là qu'on aime bien, on aurait bien aimé le présenter mais on se sent peut-être pas encore prêt de le présenter. Mais c'est toujours intéressant de savoir toutes les influences qui gravitent autour d'un groupe et qu'on ne perçoit pas tout de suite. Par exemple, tu prends Volbeat, le groupe Volbeat, je ne sais pas si vous connaissez le groupe danois. Michael Poulsen, pendant des années, a été chanteur-guitariste d'un groupe de death metal. Pareil pour le leader de Ghost. Et pourtant, quand on écoute Volbeat ou qu'on écoute Ghost, on ne se doute pas un seul instant que ces influences-là gravitent au sein des personnes du groupe. Alors moi, j'avoue, à titre, bah là, c'est purement à titre personnel. Moi, j'aime beaucoup le rap, Ouais. j'aime beaucoup la punk et le reggae, et j'aimerais bien, tu vois, rajouter des petites, enfin, tu vois, par exemple, des trucs un peu rappés, la Falling in Reverse, où tu as des couplets. Après, c'est pas du tout le style d'Antoine, donc ça m'étonnerait. Ça, c'est des, tu vois, il y a des mélanges comme ça que j'ai un peu en tête qui seraient très marrants à faire. Par exemple, avec de la funk, ou enfin, par exemple, sur un de Leslie, le breakdown, avec t'as une basse qui est slappée, et je sais que c'est purement une inspiration funk, tu vois, sur ce truc. Et je me dis, tu vois, en vrai, il faut juste piquer un peu des idées à droite à gauche, mais les intégrer dedans, ça pourrait être très marrant. Après, il y a des trucs qui me font. C'est Il y a des, personnel. Oui, non mais voilà, il y a des trucs qu'on teste, ça et tout, mais c'est toujours intéressant de sortir quelque chose, de pouvoir mettre sa propre patte à soi dans ça. Et c'est ce qui amène justement parfois un morceau, on se dit, oh putain, ça je l'ai pas vu venir, putain, c'est intéressant, quoi. Bah, moi, je sais que je pense que ça va faire rire les gens autour de moi, mais il faut savoir que je suis un fan de Le Pouce. Donc, Mais moi aussi, c'est très oui, bien le pouce. c'est incroyable. Euh, D'ailleurs, petit aparté, on est allé voir leur concert à la salle Playel à Paris, c'était exceptionnel. Ouais. Euh, c'était pas mal. 2 heures et demie de Le Pouce, ils ont vu toute leur discographie, c'était exceptionnel. Ouais.
Ce groupe est formidable. Je sais pas si oui, tu as certainement dû voir le live qu'ils ont fait dans leur pays d'origine avec le morceau, merde, c'est Slave, où tu as les deux batteurs, tu as le batteur original et Bard Kolstad. Enfin, c'est magnifique, quoi. Ah oui, bon. Et donc, du coup, il faut savoir un truc, c'est que le Proust, surtout dans leur album Call, donc leur troisième album, de souvenir, Ouais, oui, leur troisième album, il y avait une petite particularité que les gens, je suis pas sûr qu'ils aient vraiment capté, dans leur refrain, notamment dans The Valley, ils utilisent énormément le zouk en termes de rythmique, ouais. notamment la croche pointée. Et en fait, quand on remarque bien, et quand on écoute bien d'ailleurs le refrain de The Valley à la guitare, la rythmique est zouk. Ouais. Ta, 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 ta. Et en fin de compte, c'est quelque chose qui amène énormément de Mais oui. diversité. Parce que si on joue cette rythmique-là, avec un gros son et avec une lead qui accompagne, mais ça groove, quoi. Ça groove énormément, c'est Mais super. je crois que c'est l'album avec l'arrivée de Bart Kolstad, justement, à la batterie Cole. Et ce mec-là est tout sauf un batteur de métal, de toute façon. Il sait jouer du métal. Et ce mec est une machine. C'est une Il y a machine. un duo, il fait tout en une prise, tu regardes, tu C'est fais. énervant. Alors, je le considère un peu comme le Eloy Casagrande de ce genre de musique, un peu, parce qu'il a une frappe de mule, tout en ayant une finesse de monstre. Il joue des trucs de malade. Enfin, non, moi j'aime beaucoup Le Pouce aussi. Et il fait étonnant, par exemple, Julien de Benighted est un énorme fan de Le Pouce aussi. C'est pas étonnant, enfin, c'est de toute façon à partir du. Enfin, il y en a beaucoup qui sont fans de Lepo, justement, parce qu'ils sont intestables, les gars. Ils sont intestables. Ils sont. Là, très clairement, leur concert à la salle Playel, enfin, il n'y avait aucun reproche à leur faire. Enfin, c'était incroyable, c'était parfait. En fait, bon, après, il faut aimer cette perfection. Et je sais qu'il y en a qui Oui, n'aiment pas forcément être confrontés à un concert parfait. Parce que la perfection a ses défauts. C'est paradoxal, encore une fois, parce que tout est nickel. Enfin, le son est parfait, la créa-lumière est parfaite, tout est nickel au millimétré, le chant d'Alnar Solberg est parfait. Et en fait, je sais qu'il y en a quand même pas la perfection. ils vont te dire, ouais, dans ces cas-là, autant rester à la maison puis écouter l'album. Ouais, Alors oui, mais non. oui, mais non, parce que mine de rien, ils arrivent aussi par la même occasion à mettre en scène quelque chose qui n'est pas l'album, mais qui est quand même parfait. Et c'est ça que j'ai toujours trouvé incroyable avec ce groupe. Et que tu retrouves dans aucun autre groupe. Il n'y a Ouais. aucun autre groupe qui essaye de partir un petit peu sur les plates-bandes de Le Proust. Le Proust fait du Le Proust. Au fur et à mesure, les premiers albums étaient un peu plus black metal. Ils ont toujours gardé un petit peu des petites réminiscences. Mais enfin voilà, même les premiers clips, hein, c'était Restless, où tu les vois se balader ou se bastonner avec un ton dans une grande galerie commerciale, je crois, un truc comme ça. Enfin, le truc n'a absolument aucun sens. Et ouais, ce groupe-là, moi j'aime beaucoup aussi. Bah écoute, toi, tu vois, ce genre d'influence, moi je trouve ça intéressant justement parce que ça peut petit à petit intéresser des gens à se dire, pourtant d'habitude j'écoute ce groupe-là, c'est pas mon truc ça, ce qu'ils font eux, mais je vais aller voir un peu ça, quoi. Donc voilà, vous venez d'annoncer que prochainement il y aura du zouk et des voix au perché dans les prochains morceaux rappés. D'accord, on est en train de travailler depuis 6 mois dessus, c'est un prototype. Ça va être bien. Non, mais par contre, moi je vois Inner Tears, c'est quand même, tu vois, très souvent des passages aussi un peu atmosphériques. Et là, je suis en train, enfin, du coup, ça m'a fait penser à ça. Kiki, qui est très fan de. Il va nous tester, hein. Tu sais qu'il aime pas qu'on l'appelle comme ça. Bon, Kiki, Il regardera pas l'interview de toute façon. Donc. La dernière fois, on l'a trop encensé, du coup, maintenant, on le descend un peu. Et, non, mais lui, je vois qu'il est pas mal fan de tout ce qui va être synthwave, des trucs comme ça. Et je pense que, effectivement, Inner Tears, tu auras quand même un travail de beaucoup de placements atmosphériques un peu. Et je pense qu'effectivement, ça peut. Ah, mais tu vois, je suis pas sûr que ce soit Synthwave, parce qu'on n'est pas non plus Non, dans mais ce délire-là, tu- mais par écoute. contre, au niveau sample, Ouais. au Ouais, ça. niveau sans forcément parler de Synthwave, mais par contre, des chœurs, ça fait pas beaucoup de choses comme ça. Il y en a déjà dans Awakening et Leslie, il y en a des chœurs. Déjà. Mais même des morceaux en interset, enfin voilà quoi, hein, tu cales en intro, en outro, ou le temps que les musiciens se réaccordent, machin, ça fait du bien de souffler aussi un petit peu. Puis ça amène justement des. C'est bien un concert ou un set ou un album qui va tout en dynamique en fait, quelque chose qui est toujours en vélocité max. Moi je trouve ça chiant. J'aime bien qu'un morceau puisse avoir des climax, que ça redescende un peu, enfin voilà quoi. Je suis entièrement d'accord. Pour moi, on peut pas garder un public si on lui donne tout le temps la même chose. C'est ça. Pour moi, c'est comme regarder un film d'action où il y a que de l'action. C'est chiant. Bah tu le regardes une fois, tu fais ouais c'est génial, puis ça repasse à la télé, tu fais ouais bon, ok quoi.
Ah, mais et encore, toi, t'es patient, parce que moi, un film d'action, il y a que de l'action tout le temps. Bah, au bout de la moitié du film, je fais bon. Et bah, c'était sympa les 30 premières minutes, mais quand je commence à me faire chier. Enfin, moi, c'est ça mon Ah problème. ouais, bon, après, il y a des trucs dans des films genre The Raid ou The Raid 2, t'es obligé de le mater. Enfin, t'as mal pour les gens, mais t'as envie de les voir se faire castagner en même temps. Ouais, non, voilà. Satisfaisant, effectivement. Voilà, Et moi, quand t'as ce genre de film où t'as un méchant qui est vraiment super méchant et t'as envie de dire putain, toi à la fin, j'ai envie que t'aies mal. Tu sais, c'est bien de créer ce truc ici. Super badass qui défonce tout le monde, ça c'est. Tu peux trouver quand même, je pense, c'est quoi le film Old Boy Oui, Oui, voilà, il est bon, trop bien ce mais film. clairement, c'est clairement Aya qui défonce des gens, quoi. Ouais, mais non, Oldboy, Non, mais il y a une histoire. il y a pas que de l'action. il n'y a Oldboy, il y pas a. qu'une histoire. Par contre, tu vois, un film bah, justement où on retrouve le mec qui joue dans All Boy, c'est J'ai rencontré le diable. Ouais. Il est monstrueux ce film. Il est injustement méconnu. Je l'ai toujours défendu comme un 7 fois 1000. Vraiment. C'est une dinguerie ce film. C'est 2h20, je crois, 2h15, 2h20, où tu t'es embarqué dans le truc. Et justement, tu as ce fameux truc de souhaiter que le méchant ait vraiment très très mal à la fin. Parce que c'est vraiment une dinguerie. Je sais pas, t'as l'air de l'avoir vu toi, Ben, du coup, ce film-là? Non, pas du tout. Mais Non, justement, il me semble que j'en ai déjà entendu parler quelque part. Je sais pas où, je ne sais plus. Surtout. le Mais pitch est, le pitch est simple, hein. C'est un serial killer qui un soir s'en prend à la femme d'un super flic, un peu CIA, FBI, ce genre de truc. Sauf que bah, le flic va décider de se venger au fur et à mesure. Il y a une espèce de jeu de chasse, enfin ouais, chat et la souris qui va se passer entre le tueur et le flic. Le flic va de plus en plus être de plus en plus borderline. Et tu as une espèce de montée dans la violence entre les deux qui est formidable. En tant que, en fait, tu es obligé d'avoir de la compassion pour le flic, parce qu'il souffre vraiment de la mort de sa femme et tous ces trucs-là. Tout comme tu es obligé à un moment d'avoir un peu de compassion pour le tueur, parce que tu dis, putain, la vache, qu'est-ce qui se prend dans la gueule, la vache, c'est quand même. Et c'est vraiment 2 heures. Je vous recommande vraiment ce film-là. Matez-le, vous allez voir, vous m'en direz des nouvelles, et jusqu'à la fin, on est vraiment embarqué. Derrière les M&M's, si jamais parmi vous, il y en a quelques-uns qui l'ont vu, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires en disant j'ai rencontré le diable, très bien. Enfin voilà, on fera une petite digression si vous voulez. Mais je vous recommande vraiment ce film-là, vraiment. ok, On eh prend ben, note. écoute, on prend note. En plus, c'est facile à retenir comme nom. Voilà. On va retourner un petit peu sur la musique. Quelle pourrait être la tournée du Big Four du metalcore pour vous? Euh, Ouh. Voilà, bon, je pense qu'on va faire chacun son tour parce qu'on va, à mon avis, on va Ouais, pas être parce que d'accord. moi, le metalcore, je t'avoue, j'ai pas tant de rêves que ça, mais. Ouais, Bah, bah, on va dire votre Big Four personnel, la tournée de votre Big Four personnel. alors moi, ouais, je dirais Parkway Drive. Bah, c'est marrant parce que finalement, je remarque que j'écoute pas tant de metalcore que ça. C'est assez marrant. Ouais, je dirais Parkway Drive en premier, ça c'est sûr. Parce que bon, bah voilà, hein, c'est mon groupe phare depuis très longtemps. En deuxième, franchement, Big Four Metalcore, c'est marrant parce que j'ai pas vraiment d'idée directe à part Parkway Drive, en fait. C'est quand même triste. C'est vrai Après, que bah, tu peux mélanger par exemple les Proust, hein. Tu peux te faire un Big Four avec le Proust, Parkway Drive. On va dire, ok, allez, le Big Four de tes influences. Voilà. mes influences, ok, ça marche. Bah, je dirais, ouais, enfin, je dirais bah, Parkway Drive, le Proust, bah, Hypnose. Mine de rien, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Hypnose. Et en dernier, c'est compliqué, il faut trouver le dernier maintenant. Faut trouver le dernier. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Bah, on va faire un petit feeling in reverse en vrai. Ouais. Ok. Voilà. Attends, et moi, je te dirais Arcfire, sûr. Neo Viviscaris, quand même, que j'adore, vraiment. C'est une dinguerie ce groupe, hein. C'est incroyable. Bah, c'est Ouais, ouais, c'est pareil, dans les influences basses, quand j'ai découvert, je me suis pris une claque, quoi. Vraiment, c'est monstrueux. J'ai vu Le, 2-3 fois. le morceau Intravenus, il est monstrueux. L'album Yourn, c'est une dinguerie. Et tu vois, parce je les ai vus en live, et ce qui m'avait scotché, c'est qu'il n'y a pas un pain, quoi. Vraiment, les mecs, ils ont joué, je sais plus, c'était 2 heures, je crois, 2h30. Ouais. Et enfin, je me dis déjà, moi, quand je jouais un peu du Whisky, un morceau, t'as les doigts, ils sont brisés. Et là, les gars, ça rentre pendant 2h30, et c'est juste la performance est incroyable. Ils vont être au Motoc cette année, hein. Bah, et t'en fais pas. Le Whiskas. Le Whiskas. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que j'ai hâte de voir aussi parce que alors le chanteur original qui fait les voix saturées effectivement a quitté le groupe, ceux qui avaient voilà. Mais ils ont déjà trouvé le remplaçant qui le suivait déjà un petit peu sur scène. Et ça c'est vrai que j'hésite fortement à prendre mes places pour le Motoc parce que l'affiche de cette année elle est quand même
bien quand même. Hein. Et non, maintenant, je suis bête, en fait. Pardon, je vais enlever Feeling River, je vais mettre Landmars à la place, parce qu'en fait, j'écoute beaucoup Landmars, mais donc, du coup, non, plus Landmars, en quatrième. Bah, ils sont très bien, Landmarks. Ah ouais, j'adore. J'aime énormément. Et franchement, oui, non, je vais enlever Feeling River, plutôt mettre Landmars à la place. Mon Big Four. En plus, je pense que Flo est un peu moins problématique que Ronnie Radke aussi. Non, puis dans tous les cas, j'écoute beaucoup plus Landmars, en fait, de base. Et même, je vais même carrément enlever Hypnose et mettre Igor à la place. Parce que j'adore Igor. En concert, c'est exceptionnel. Ok. Voilà. Sinon, on se fait un top 10. Hein. Bon, en tout cas, On posera la question dans 3 semaines, t'inquiète. c'est ça. Et donc, alors, ouais. Ouais. Ah ouais, carrément, aussi, n'hésitez pas. Donc, alors, Arcspire, Neo Oblivis Caris. Après Shadow of Intent, que... Intense. Tu dis intense. Moi, je suis un beauf. Donc, D'accord. We are French, we speak French. Écoute, les valeurs avant tout. Le terroir. Le terroir. Hein. Non, et en dernier, Bruit, qui est, cool. qui est pas du tout. Bruit. Ça Bruit. Ah, connais pas. Eh ben, c'est comment dire, c'est une post-rock, je pense. Ah, c'est une espèce de post-rock. Ouais, c'est une espèce de post-rock, c'est très fourni. C'est T'as... Toulousain, je crois. De souvenir. Ouais, ou de Montpellier, je sais plus. Montpellier, enfin, ils sont du sud. Voilà, ils sont du Et sud. vraiment, c'est une claque. Parce que c'est Ah, moi, ce qui m'a fasciné, c'est vraiment, t'as un guitariste, un violoncelliste, un mec qui fait le violon et la basse, un batteur, ils sont 4, des musiques de 15 minutes. Et c'est vraiment le côté post-rock où ça monte en intensité, mais ça s'arrête jamais. D'accord. Et en fait, c'est moi ce qui m'a surpris avec ce groupe, c'est Antoine, notre chanteur, qui nous avait fait découvrir ça, où vraiment, tu te dis, ils ont atteint le climax de la musique, où vraiment pendant 10 minutes, tu as eu une montée en puissance, c'est incroyable. Tu te dis, putain, ils peuvent pas se faire mieux. Ils te remettent une couche, tu te dis, oh voilà, ils sont trop forts. Et là, ils te remettent une couche. Et franchement, on les a vus une fois en live, ah bah c'est une claque. Vraiment, c'est très posé, c'est un truc, il faut prendre le temps d'écouter, puisque c'est quand même 10-15 minutes où c'est que de la montée en puissance. Bon, au début, ça va pas très vite. Mais tu as toujours un moment, moi je sais, où quand j'écoute, il y a toujours un moment de 5-6 minutes où tu es pris dedans, en fait. Tu te dis, hey, putain, ils sont forts, hein, les groupes qui arrivent à faire ça, moi je pense. Hein. Ce qui est très fort avec Bruit, surtout, je ne sais pas comment ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas trouvables sur Spotify, ils ne sont pas trouvables sur Deezer, parce que c'est un groupe qui est positionné, mais genre pour le coup 100% assumé anticapitaliste. Hein. Donc on est vraiment sur de l'extrême gauche pure. Et en fait, ils le disent eux-mêmes, et d'ailleurs, ils le revendiquent dans leur musique directement. Donc, ils reprochent tout ce qui est industrie, ils reprochent tout ce qui est compétition interhumain, enfin bref. Et en fait, en gros, eux-mêmes l'ont décidé de ne pas se mettre sur Spotify ni sur Deezer, parce que pour eux, c'est le capitalisme. Et donc, en fait, on peut les trouver que sur YouTube. Et c'est déjà beaucoup. Ouais. Et en fait, pour autant, la dernière fois qu'on les a vus, ils terminaient leur tournée européenne. Et donc, comme quoi. Les réseaux, ils sont sur quasiment aucune plateforme, mais ils ont fait une tournée européenne. Ouais. Donc, très fort. C'est à l'ancienne. Et vraiment, par contre, les mecs, c'est un truc qui m'a fasciné, c'est que c'est vraiment des geeks du son, quoi. Tu regardes, ils ont fait un petit reportage making-of, tu sens que les mecs, ils ont ce côté, ils sont passionnés de fou, ils sont super forts et ils restent hyper humbles. Et tu te dis, bah, t'as tout gagné, quoi. Parce que vraiment, pour moi, tous les morceaux qui ont sorti, c'est des masters. Très intéressant. Donc, bruit comme le mot bruit, en fait, au singulier. Symbole inférieur, supérieur, égal. D'accord. Et c'est quoi, non. Bruit supérieur, non, inférieur à. Et puis voilà. Mais juste bruit sur YouTube, ça marche très bien. Avec on va essayer de trouver ça. On arrive là, ça y est, on a dépassé l'heure d'interview. Généralement, moi, j'aime bien me faire une petite gourmandise dans les interviews à poser des questions cons. Un peu pour désarçonner les personnes que j'interviewe, ou surtout aussi faire réfléchir d'une autre façon à certains musiciens. Et c'est vrai que on parle souvent des groupes qui nous ont influencés ou quoi que ce soit. S'il y a un album parfait pour vous, que vous êtes content de ne pas avoir enregistré parce que pour vous, vous l'auriez saccagé, ça pourrait être quoi cet album? Un album parfait, donc un album qu'on adore. Ouais. Mais c'est bien qu'on n'ait pas joué dessus, puisque sinon, ce serait tous les trucs que j'écoute. La branlette de manche. Ouais, attends. Putain, c'est dur tes questions. Ah oui, parce qu'il y a des groupes qu'on adore, qu'on est hyper fan. On se dit putain, j'adorerais jouer avec eux un jour. Mais de se dire putain, je suis content de ne pas jouer dans ce groupe-là parce que si j'aurais dû enregistrer cet album-là, je l'aurais merdé et ça aurait pas sonné aussi parfait.
Très sincèrement, tous les albums de Le Pouce, déjà, c'est ce que c'est quand même vachement dur à jouer et que j'ai actuellement pas un jeu funk. Parce que c'est vrai que le guitariste, mine de rien, c'est pareil, il est pas du tout métalleux à la base. Et ça se ressent. De toute façon, le mec est sur une Fender, il a un son quand même relativement clean, voire crunch, mais pas du tout saturé. Il te fait des cocottes sans problème. Enfin, ouais, Ah, et le mec, il fait des cocottes à absolument toutes les musiques. Donc il a un jeu très fun, très groove, mais absolument pas métal. Donc c'est vrai que c'est pas du tout mon jeu. Donc heureusement que je ne joue pas dans le pouce actuellement, parce que je détruirais le style. Et donc je suis très content de les voir en concert, très content de les écouter à longueur de journée, mais je suis content de pas jouer dedans non plus. Et et toi, aussi, du coup, Thomas? sur scène, je pense qu'à mon avis, ça va pas être facile à jouer. Ah ouais, c'est clair. Oh la vache. Moi, je dirais une chaîne, hein. Parce que clairement, déjà, les idées à la base sont folles. Et que je me dis, autant on te remet, tu vois, toutes les pistes sans basse, t'as beau essayer de faire quelque chose, t'y arriveras pas. Mais par contre, j'aimerais bien, justement, au contraire, tu vois, enregistrer, t'es que avec des monstres. Toi, t'as ton niveau, tu fais que de la merde. T'enregistres, tu fais un album comme ça. Et Ça, t'écoutes ça. c'est une question que j'avais déjà posée à certains groupes, du genre le line-up de rêve, et tu préfères être le meilleur musicien parmi un groupe de médiocres ou le musicien le plus médiocre parmi des musiciens les plus doués. Et beaucoup préfèrent se placer en musicien en fait médiocre pour avoir un voilà pour dire non mais je préfère avoir un putain d'album avec jouer que des monstres et qu'on m'entende pas plutôt que d'avoir l'ego de c'est moi le plus fort et c'est les autres les plus nuls en fait quoi. Donc ça c'est plutôt c'est toi c'est le genre de questions qui peut être intéressant à voir quoi. Et à l'opposé l'album que vous auriez adoré enregistrer pour torpiller le truc. Horizon de Paco de Rêve. Ah Ça, ouais. j'aurais adoré. Je pense que si, je pense qu'un jour, c'est sûr et certain, un jour, que je montrerai un tribut de Paco de Rêve. Parce que c'est juste beaucoup trop agréable à jouer et trop fun à jouer. Ah oui C'est alors attends c'est l'album que tu aurais enregistré mais pour justement le foutre en l'air. Alors, le foutre en l'air, ouais, ah oui, pour le foutre en l'air, Pour le j'aurais adoré saccager, ouais, ouais, pour le saboter, ouais. L'album que tu te dis, putain, cet album, je le déteste, j'aurais voulu l'enregistrer, je l'aurais saboté encore plus. Pas de respect. la question, effectivement. Ah ouais, alors non, Parce que je commence à me dire, bah merde, il dit qu'elle aime bien Parkway Drive, il veut ah oui, le mec alors, était prêt à faire un coverband pour saccager Parkway Drive, quoi. alors un album qu'on aurait aimé enregistrer pour le saccager. Ah ouais, non, moi, Aurora. Franchement, ça me ferait trop rire. Tu vois un peu, c'est une nana qui chante super sympa et tout, c'est hyper bien ce qu'elle fait. Et justement, c'est une voix très calme, très claire, et dessus, tu mets des instruments mais ultra vénères. Franchement, je pense que ça peut être assez marrant à voir comme mashup, on va dire. Oh, moi, j'aurais dit le dernier album d'Arcade Me, parce que putain, ça devient tellement commercial que personnellement, j'aurais adoré le saccager. Ça fait mal au cœur, hein. Putain, franchement. De légende, et ça devient tellement commercial que, bah, en fait, ça m'aurait pas dérangé de saccager le dernier album, quoi. Même Je les suis deux bien, derniers. je suis bien content que Jeff Loomis ait remonté Nevermore, tu vois, pour le coup. Ouais, bah, franchement, il était tellement sous-exploité, le bonhomme. Enfin, il est tellement monstrueux. Mais il est considéré comme le guitariste secondaire alors qu'il est 10 fois meilleur que Michael Amott. Mais bon. Michael Amott, on minimise pas non plus, hein, c'est un putain de gratteux, mais c'est vrai que ça fait des années qu'il. C'est un peu le Lars Ulrich de la gratte quand même, hein. Le mec, c'est plus un businessman que. Il est excellent, c'est sûr. C'est une machine. Ouais. Ouais, bon. Donc ouais, quand j'ai vu ça là que Van Williams et Jeff Loomis remontaient ouais Nevermore, j'étais bien content. Par contre, il va falloir trouver le chanteur, hein. Ça pour retrouver quelqu'un comme Wilden, chaud chaud. Ah, bah, en général, quand le chanteur est emblématique dans un groupe, c'est compliqué de le remplacer. Ouais, ouais c'est clair. Donc bon. Je vais vous laisser donc le dernier instant, si voilà, un petit instant carte blanche, si vous souhaitez parler quelque chose. Tiens, justement, la question que vous auriez adoré qu'on vous pose et qu'on vous a jamais posée. J'en ai aucune idée. Alors là, Attends, je suis idée. tiens, pourquoi t'as voulu devenir bassiste? Ah ouais, parce que je voulais rejoindre un groupe, mais bon, je suis nul à la guitare. Il y a trop de cordes à la guitare. Il y a trop de cordes, c'est trop dur. Ouais, enfin, sa fretless, c'est la 6 cordes. Ouais, bon, elle est dans le placard là pour l'instant. Ça. En même temps, elle pèse quoi? Elle pèse 12 kilos, sa fretless, là? Ouais, bah, écoute, c'est une barbouille. Ouais, donc ça, c'est cette fameuse question de mais pourquoi tu t'infliges ça, par exemple? Mais juste parce qu'il voulait se la péter, hein, c'est tout. Hein, Ouais, arrête de te mettre. La fretless, quand même, ça, c'est classe. Ça fait des skis, c'est classe. Est-ce que vous connaissez la définition, justement, du mot memento mori?
Non, Non, pas spécialement. ça me parle, mais la traduction littéraire, je vais pouvoir te la dire. Bon, grosso modo, l'idée derrière le Memento Mori, c'est souviens-toi que tu es mortel. Voilà, donc faire les choses, mais n'oublie pas que voilà, souviens-toi que tu restes mortel. Quel pourrait être le Memento Mori de Inner Tears? Qu'est-ce que vous pourriez laisser en trace en disant voilà, on sait qu'on peut être éphémère. Qu'est-ce que vous voudriez laisser comme souvenir d'Inner Tears? Ouais, c'est l'objectif. Franchement, un album, tu te dis, c'est, je vais pas dire c'est une référence, tu vois, mais vraiment pondre un album qui, C'est le- pour moi, est parfait et que tu réécoutes, mais ad vitam aeternam, quoi. C'est vraiment. Moi, je me dis, c'est l'objectif, tu vois. Laisser, tu vois, une trace musicale où tu te dis, bon, bah, ça fait partie de son. Enfin, ça fait partie. C'était notre Polaroid du groupe à cet instant T et c'était nous, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais tu Mais vois, un tu truc qui est un vois- peu. Enfin, je veux pas avoir la prétention, mais un truc que tout le monde connaît, genre des trucs comme Nirvana, c'est même si tu n'as jamais écouté, tu connais quelques chansons. Et en fait, c'est de venir. Ouais, l'objectif pour moi, ça, c'est ce que j'appellerais faire un classique. Donc, tu vois, de pondre un riff, un truc que tout le monde connaît, même s'ils n'ont jamais écouté. Rentrer un peu voilà, dans la Ouais, culture sur la- là-dessus. De créer le son où même si les personnes ne connaissent pas le groupe, quand tu chantes le truc, tu fais ah bah oui oui si je connais, c'est la musique de ça. de faire un tube. Ouais, non, c'est ça. Bah, c'est bête, mais enfin, c'est très prétentieux de ma part. Mais je sais Non, pas. non, non. On fait de la musique pour ça. Il y a un moment, il faut arrêter aussi de faire une espèce de fausse modestie, entre guillemets. On fait de la musique aussi pour marquer des gens, pour se faire plaisir. Et on a tous rêvé à un moment ou à un autre d'être les nouveaux Metallica ou les nouveaux Maiden ou les nouveaux hashtag groupes que on aime. Enfin, il y a un moment, faut dire les termes aussi. On fait de la musique en espérant pouvoir plaire aux autres et laisser une trace. C'est pas être prétentieux, hein, c'est le fait. Enfin, sinon, on ferait pas de concert, on ferait pas d'enregistrement. On dit souvent qu'un premier album, c'est un accident. Un deuxième album, c'est qu'on veut que, voilà, on veut faire quelque chose, quoi. Tu vois, je sais que moi, mon objectif, alors effectivement, ça rejoint beaucoup ça rejoint beaucoup ton objectif, mais pas forcément l'album en particulier. Moi, je veux que notre image soit associée à on va voir Inner Tears, on va s'éclater. C'est pas on va voir Inner Tears, on va se complaire dans un problème. C'est pas on va voir Inner Tears, on va juste être époustouflé par le show. Non, moi, je veux qu'en fait, c'est on va voir Inner Tears. Bah, en fait, je sais qu'on va passer un très bon moment parce que les gars sont dans le partage. Moi, l'idée même que j'ai de la scène de base, j'ai fait quand même 10 ans de théâtre et en fait, l'idée même que j'ai de la scène de base, c'est vraiment, il y a un public devant, mais le public devant moi, c'est mon meilleur ami. Et que j'ai envie de partager des moments avec lui. Et qu'en fin de compte, un public qui ne bouge absolument pas, bah, tu ressens pas la même énergie. Ouais. Un public à qui tu as envie de donner des choses, il va t'en donner, en général, mis à part si c'est un public qui n'est pas là pour ça. Mais sinon, enfin, un public à qui tu veux donner des choses, il va t'en donner en retour. Et pour moi, en fait, je veux que l'image d'Inner Tears, au fur et à mesure du temps, s'il y a un moment, et d'ailleurs, on aura un moment, on fait une tournée européenne, voire jusqu'à un mondial, bah, que les gens se souviennent de nous comme étant le groupe qui a fait bouger toute la salle, qui est le groupe qui a fait bouger toute la salle parce qu'il voulait faire bouger toute la salle et parce que la salle voulait bouger, en fait. Oui, qu'il y a une vraie communion entre le public et le groupe sur les scènes, quoi. Le partage soit total, en fait, et que même si, par exemple, on fait un pain dans notre concert, on fait un pain dans notre jeu, on fait quoi que ce soit, bah, les gens s'en rendent même pas compte tellement ils ont passé un putain de bon moment. Ouais, c'est ça. Je trouve qu'il n'y a rien de plus gratifiant pour un groupe ou pour un musicien quand après un concert, quelqu'un vient voir, ils ont ah putain, d'habitude, c'est pas mon style, mais là, j'ai bien aimé. Vous m'avez plu. Ah, c'est incroyable. Bah, justement, dans le tout dernier concert, il y a quelqu'un qui n'écoute pas du tout de métal qui est venu nous dire oh, franchement, j'écoute pas du tout de métal, j'aime pas du tout le style de base. Là, je venais par pur hasard. Et franchement, bah, il s'abonnait à la page. Et il a adoré. J'ai fait, bah, C'est le incroyable. but, quoi. C'est incroyable. Enfin, C'est ça. pas comme si c'était un style qui n'était pas extrême, ce qu'on fait. Donc, bah, mine de rien, c'est toujours gratifiant. C'est pas extrême, mais c'est quand même un style de niche, mine de rien. Parce Non, que si on veut faire un style qui plaît, on va faire du Manskin ou on va faire un truc comme ça, on va faire du Muse ou un truc comme ça. C'est quand même un sacerdoce de vouloir continuer à faire un style qu'on aime et qu'on sait qui est quand même un style de niche. Donc encore plus quand tu vas dans des trucs de plus en plus extrêmes. Donc c'est quand même hyper agréable quand on est reconnu par ses pairs ou quand on est reconnu par des gens qu'on ne connaît pas, mais qui à un moment nous ont écoutés en disant votre musique m'a aidé, ça m'a parlé. Parce qu'on se dit à cet instant-là, bah on se revoit en se disant j'ai composé ça en étant comme ça, et bah cette personne-là était comme moi
à un moment où elle a découvert ce que j'ai proposé, elle peut comprendre ce que je veux dire. Et ça, c'est génial pour ça, la musique. Vraiment, c'est vraiment un langage universel. Puis enfin, ouais, c'est ça, mais puis il y a un langage universel, en même temps, tout le monde parle une langue différente. Et C'est ça, ça. et c'est justement cet apport d'influence qui va créer des nouveaux styles, qui va générer des pionniers, des styles novateurs. Je trouve ça génial. Et pour moi, c'est en se cantonnement. Enfin, pour moi, de base, je ne vois pas forcément l'intérêt de former un line-up avec des personnes qui ont exactement les mêmes influences, parce que finalement, on va se contenter des mêmes codes, et bah, ça ira pas dans l'originalité. Voilà. C'est pour ça que, bah, enfin, en tout cas, c'est pas ma vision de la musique de créer un style où je me dis, bah, tiens, vous êtes tous fans du même groupe, on va faire la même chose que ce groupe-là. Faut pas trop Ouais, avoir non. On peut faire l'analogie, tu vois, avec la pizza ananas. Hein. C'est pas forcément des ingrédients qui sont prévus pour, mais ça marche avec des personnes et ça fonctionne, quoi. Ouais, Coup de c'est ça. carte, hein, écoute. C'est ça. La suite, pour Inner Tears en 2025, des concerts, comment ça se passe? Alors, du coup, on a un concert le mois prochain au Waka Shelter à Saint-Herblain. Ok. Le 23 mars, on joue dans un petit festival qui s'appelle le Festival du recyclage de métal rouillé, pardon. Mhm. Et à Geneton, donc entre La Roche-sur-Yon et Clisson. Ensuite, on a des potentielles dates qui ne sont pas encore mises en place, Qui sont en qui discussion. sont en discussion potentiellement en juin. On ne peut pas dire quoi pour l'instant parce que c'est encore en discussion. Et puis et après, ça va venir au fur et à mesure, effectivement. Mais pour l'instant, on a ces dates-là déjà qui sont programmées. Et puis des petites surprises par rapport à la sortie de l'EP, mais ça va venir bientôt. Mais Ok. on est déjà en train de composer et mettre en place la prochaine plateforme qui sera du coup un album cette fois-ci. Ça, c'est cool. Donc là, on est en pleine composition. Donc en même temps, on prépare des nouveaux concerts, on step up niveau matos pour pouvoir avoir un meilleur son et une meilleure prestation. Et en plus de ça, on est en train de composer l'album en ce moment. Donc on passe le week-end sur rien. Super. Les gars, merci à vous. En tout cas, merci pour cet instant passé. Voilà, c'était super cool de pouvoir vous découvrir. En tout cas, moi, je le redis, et c'est pas histoire soit de la langue de bois. Vous m'aviez vraiment très, très agréablement surpris lorsque je vous ai découvert à Rouen, quand vous aviez joué avec Théorème et Scarif. Donc, parce qu'à la base, c'est vrai que je passais pour voir Nico de Théorème, parce qu'on se connaît depuis quelques années déjà, et il passait dans le coin. Je dis, bah, attends, on va quand même aller voir. Et ça avait vraiment été une agréable surprise de vous découvrir sur scène. Donc, je recommande vraiment aux gens qui auront regardé cette interview. Si vous voyez effectivement Inner Tears dans le coin, n'hésitez pas à aller les voir parce que c'est des crèmes en plus humainement et sur scène c'est carré de chez carré. On rappelle donc la sortie, donc One Reason Collapse qui est sorti là, il y a quoi? Pas vendredi. Donc, Voilà. Donc c'est Sorti vraiment, vendredi. Voyez. c'est vraiment tout récent. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux. Comme d'habitude, on va vous ressortir le même blabla habituel. Nos régions ont du talent. N'hésitez pas à aller soutenir notre scène. N'hésitez pas à aller soutenir nos groupes. Il n'y a pas que voilà, il y a pas que les gros concerts. Il n'y a pas que les groupes hyper méga connus. On a vraiment vraiment plein d'artisans de notre scène métallique, métalleuse aussi, qui sont vraiment très très cool à aller découvrir et soutenir. Foncez les voir. Prenez soin de vous. On a plein plein de choses qui vont arriver encore tranquillou dans les interviews, dans les chroniques, dans plein de trucs. Merci de nous suivre très très régulièrement. N'hésitez pas. Le clic, le partage, le machin, le tout ça. Les gars, à bientôt. yes, bah écoute, salut. Merci beaucoup. Salut.